18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer le trafic de drogue. À la lumière de ce qui s'est passé à Aix-Marseille, vous savez que le site de la fac de Colbert devait fermer. Finalement, il va rester ouvert. Tout ça parce que le doyen avait décidé de fermer en raison de trafic de drogue très proche qui mettait en danger la sécurité des étudiants. On va écouter quelques témoignages des habitants de Marseille qui témoignent de leur quotidien et des bienfaits de la présence policière. Tout cela au micro du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Écoutez. Ah oui, non, mais je vous dis, à partir de 7h du matin, vous avez des consommateurs potentiels qui sont là et qui attendent l'arrivée. C'est limite la queue, avant l'arrivée de la police, bien sûr. Ou alors, après, ils sont là, ils attendent, dents cassées, puis ils attendent leur dose. Et ça me fait de la peine, parce qu'ils sont dans un état quand même déplorable. Et puis, vous avez des gamins, pour la plupart, entre 16 ans et 22, 23, qui arrivent et puis qui servent tout le monde. Tac, 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 tac. Ben là, en fait, c'est réel. Il y a vraiment des policiers devant la fac. C'est un peu plus rassurant parce que à chaque fois quand tu rentres, tu sors, il y a des gens, il y a des trafics là à côté. On se faisait aborder, ça appelait, ça sifflait. Quand tu passes, ça te suit, ça tue jusqu'au métro. T'es là le matin, tu es fatigué, on te parle. Mais là, ça va. On est un peu plus rassurés. Après, il faudrait que ça tienne parce que c'est beau de dire on reste avec vous un peu et après, ils partent. Voilà pour ces témoignages recueillis par Europe 1, Stéphane Burgat. Il a eu raison, le doyen de la fac, de dire « je vais fermer ». Résultat, tout le monde s'est bougé. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des renforts de police. C'est ça qu'il faut faire, Louis de Ragnel ? C'est menacer de fermer les facs, menacer de fermer les hôpitaux. Après, le doyen, moi, m'a un peu heurté parce que dans les réponses, dans ce qu'il disait hier, il disait qu'il fallait apporter des réponses multidimensionnelles. Oui, non, mais ça, c'est le charabia des politiques. Mais non, mais moi, ce mot me heurte un peu. Pour moi, la réponse ici est unidimensionnelle. Hein. Il n'y a pas 40 sujets. Et je pense que c'est assez basique. Unicolore, bleu. C'est de la police, de la police, de la police, et ensuite de la sanction, de la sanction, Exactement. De la sanction. Je pense que vous voyez, la salade composée, il y a 2 ingrédients. Non, mais il a eu raison, le doyen, finalement. Il faut menacer, il faut secouer le cocotier. Il ne faut même pas menacer. Maître Bovis. Il faut exécuter, puisqu'on voit bien qu'à la fermeture de la fac, les autorités s'agitent. Maintenant, il faut aussi voir ce que le maire de Marseille va mettre en place, puisque je rappelle que la police municipale dépend de la municipalité, comme son nom l'indique, et que la mairie de Marseille en manque cruellement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élus aujourd'hui, et d'ailleurs, ça a été l'objet sur votre plateau, qui appellent à plus de renforts. Et des vidéosurveillants. Et des vidéosurveillances, c'est un vrai sujet de sécurité locale. Alors, Florian Tardif. Non, mais on voit que c'est un problème qui est en train de gagner de nombreux territoires. Et qu'en fait, même si Gérald Darmanin se gargarise assez régulièrement d'avoir pu, grâce au pillonnage, c'est le terme qui est souvent utilisé par le ministre de l'Intérieur, de points de deal, fermer un bon nombre de points de deal dans notre pays, il en existe toujours plus de 3000. Et malheureusement, et on en a parlé assez régulièrement sur ce plateau, c'est une hydre. C'est-à-dire qu'on a beau couper une tête, si on ne s'attaque pas au corps du monstre, puisque c'est un monstre, une autre tête repousse, etc., etc., etc. Donc oui, il faut mettre du bleu dans la rue. Mais pas que, il faut s'attaquer aux consommateurs, on le dit, il faut savoir remonter les réseaux, il faut savoir aussi, et on en parlera peut-être, améliorer notre coopération avec certains pays, à commencer par les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et plus particulièrement le Maroc dans le cas de la drogue. Et assécher les importations de drogue qui arrivent en quantité absolument faramineuse dans notre pays. On a un sondage CSA pour CNews. Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de trafic de drogue ? Parce qu'on sait que très souvent, les dealers utilisent des mineurs justement pour faire les guetteurs et pour faire les dealers. 62% des Français y sont favorables, 38% des Français donc non. Et ce qui est très intéressant, c'est que 53% des gens de gauche disent aussi qu'il faut supprimer cette excuse de minorité, et évidemment à droite et au centre également. C'est une solution, supprimer l'excuse de minorité, Céline Pina, et après je passerai la parole à l'avocat. Je pense qu'on peut réellement mettre la question sur la table, mais peut-être qu'on pourrait agir un peu plus intelligemment, parce que qu'est-ce qui se passe ? On pourrait peut-être au contraire renforcer les sanctions pour les chefs de réseau qui utilisent des enfants. Par exemple, le fait d'utiliser un enfant ou de mêler un enfant à un trafic devrait... C'est quoi enfant ? Alors voilà, c'est à quel âge un enfant ? Finalement, en dessous de 16 ans. En dessous de 13 ans, on peut estimer qu'on est un enfant. À partir de 13 ans, ça peut se discuter, surtout quand on voit les profils de ces 13 ans-là. Mais peut-être que si on renforçait aussi pour le dealer le fait d'utiliser des gamins
pour ces basses œuvres renforcerait encore plus les amendes et sa condamnation, peut-être qu'on obtiendrait quelque chose. Concrètement, ça veut dire quoi l'excuse de minorité? Sur le principe, c'est une bonne idée. En théorie, en pratique, c'est plus difficile à mettre en œuvre parce que généralement, vous n'arrivez pas à atteindre les têtes de réseau. Les têtes de réseau, malheureusement, et vous arrivez en revanche à attraper les mineurs. Non, sur l'absence de levée de l'excuse de minorité, c'est un principe qui est né de l'ordonnance de 45 et qui ensuite a été repris dans l'ensemble des textes qui ont visé à réformer cette ordonnance, et qui consiste à ne pas condamner un enfant, enfin du moins un mineur, parce qu'il est mineur, au même titre qu'un adulte, et donc vous ne pouvez le condamner à plus de la moitié de la peine à laquelle un adulte pourrait être condamné. Et donc effectivement, pour les cas les plus graves, il faut lever cette excuse de minorité, parce qu'aujourd'hui c'est un principe qui est exceptionnel et qui est vraiment au cas par cas, et qui est levé très rarement, il faut le dire. Et surtout, deuxième condition, il faut que le mineur soit âgé de plus de 16 ans. Donc soit on abaisse l'âge pour lever cette excuse de minorité. Donc, on le met à quel âge? Moi je le mettrais à 13 ans. 13 ans. En fait, à 13 ans, en dessous de 13 ans, vous avez un principe de non-discernement qui, pareil, peut être renversé. Et on l'a vu dans le cadre des émeutes. Éric Dupond-Moretti, justement, a donné quelques consignes. Voilà, c'est circulaire. Mais donc à partir de 13 ans, vous pourriez pouvoir lever cette excuse de minorité pour les cas les plus graves. Il ne s'agit pas de la lever les multirécidivistes. Mais pour les multirécidivistes, mais notamment pour les trafiquants. Est-ce que les trafiquants ne vont pas se tourner vers des enfants encore plus jeunes? C'est déjà le cas. Ils installent des châteaux gonflables à Cavaillon pour recruter les gamins. Justement pour éviter cela. Est-ce que demain, ils ne vont pas se tourner vers des enfants de moins de 13 ans? Mais c'est déjà le cas. Florian Tardif. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, d'une part, c'est déjà le cas, mais après, il me semble que c'est un débat qui est un peu illusoire, pas tellement pour la question philosophique, est-ce qu'on est un enfant à 13 ans ou après 13 ans, mais parce que ce sont les magistrats, in fine, qui prennent les décisions. Et donc les magistrats, il ne vous aura pas échappé que quand la loi avait prévu des peines planchées, ils n'appliquaient pas globalement les peines planchées, parce qu'il y a un principe qui, pour le coup, me paraît non négociable et extrêmement important dans un état de droit, qui est l'individualisation des peines. Mais si vous avez des magistrats qui, de toute façon, considèrent que ce sont des mineurs et qui n'utilisent pas la levée de l'excuse de minorité, nous aurons exactement le même sujet. Le sujet, je crois, il est vraiment la politique pénale elle-même, et il est au-delà de ça, la formation des magistrats. Il y a une homogénéité sociologique, une homogénéité certainement intellectuelle chez les magistrats. On a ouvert la magistrature ces dernières années. Il y a plus de gens qui ont été avocats qui peuvent devenir magistrats. Ça serait certainement bien qu'il y ait aussi, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, qu'il y ait aussi des policiers qui puissent devenir magistrats, et globalement ouvrir, parce que c'est quand même ce moule intellectuel-là qui fait que on a des défis. Et puis surtout, on a tendance, juste à commenter rapidement, on a tendance à considérer que la jeunesse, que la jeunesse de 1945 est la même qu'en 2023. C'est un point qui est essentiel. La jeunesse a évolué et la délinquance. On est d'accord. On parlait tout à l'heure des alertes à la bombe qui se multiplient dans les écoles et collèges depuis le début de l'année, donc plus de 47. Et bien là, il y a à Grenoble un jeune de 12 ans qui a été auditionné aujourd'hui, qui a reconnu les faits, qui les regrette évidemment, et qui n'était âgé que de 12 ans, est présumé donc pas capable de discernement. On vous en parliez il y a quelques instants. C'est la présomption de non-discernement. C'est lui qui a fait cette fausse alerte à la bombe, et pour peut-être rater les comptes, tout simplement. C'est une responsabilité parentale aussi. C'est le cas. Les parents sont responsables civilement, pas pénalement, évidemment. Ils sont responsables civilement. Si ça coûtait 10 000 € ou 15 000 € par an, vous verrez que plus jamais le gamin il refait ça. Et ses voisins non plus. Le problème, c'est quand il n'y a pas de responsable, en fait, non, mais pour la responsabilité civile des parents, je crois que c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ça peut aller jusqu'à ça. Ça peut. Pour clarifier, les parents ne sont pas responsables pénalement du fait des enfants, évidemment, mais en revanche sont responsables civilement. C'est-à-dire que si l'enfant passe en juridiction et qu'il est condamné à une amende, des dommages et intérêts sont les parents qui sont amenés à payer. J'aimerais qu'on évoque aussi rapidement ce qui se passe dans le nord de Paris avec ces camps de migrants. Pierre Licia, qui est conseiller régional d'Île-de-France, alerte aujourd'hui sur les conditions d'arrivée de certains migrants arrivés de Lampedusa. Ils sont encore peu parce que il faut qu'ils remontent de l'Italie. On va écouter ce qu'il dit sur ces arrivées et les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent ces gens. On sait que les migrants de Lampedusa, fatalement, arrivent ensuite dans certains pays européens, et quand ils arrivent ici à Paris, ils arrivent dans le nord-est parisien. Donc c'est une situation qu'on aurait pu anticiper. C'est une situation qu'on aurait d'autant plus anticipée que, comme je vous le disais, il y a énormément de problèmes de toxicomanie, et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire, au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack qui n'ont qu'un intérêt, c'est de se servir de cette détresse-là, de cette misère-là, pour faire prospérer le trafic et donc aggraver la toxicomanie de rue.
Notamment quand il s'agit de migrants, mineurs. Des mineurs. Il a raison, Alicia, c'est ajouter de la misère à la misère. C'est ajouter de la misère à la misère humaine. C'est totalement tragique, notamment pour ces populations, mais également pour ceux qui y vivent. Donc effectivement, Mais le drame, je suis d'accord avec vous, le drame, c'est qu'en fait, à chaque fois, la solution maintenant, pour ne plus voir le problème du Jardin des Halles, du nord-est de Paris, c'est la répartition. C'est ce qui s'est passé il y a 15 jours en catimini. Je me souviens, c'était juste avant le début de la Coupe du Monde de rugby. Et personne n'en a parlé. C'est juste Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y a 800 à 1000 migrants qui ont été répartis partout sur le territoire national. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été envoyés à Marseille. Et c'était intéressant parce que moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que des policiers qui ont travaillé sur cette opération, figurez-vous que le maire de Marseille ne le dit pas publiquement, mais a dit au service de la préfecture de police, moi j'en veux pas autant, c'est beaucoup trop à Marseille. Et du coup, les gens lui ont dit, oui, mais alors politiquement, il faut l'assumer, cette demande de ne plus recevoir de migrants à Marseille. Mais donc, malheureusement, ces camps se forment en permanence. Mais le drame, c'est qu'en fait, comme vous dites, la c'est la misère sur la misère qui va être proposée, ça va être de démanteler ce camp. Mais démanteler, ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire répartir. Or, en fait, le seul moyen politique de régler cette histoire, c'est de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas sur le territoire. C'est pas une solution politique de répartir. C'est une solution politique, en revanche, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus pénétrer sur le territoire français. Alors, on a cette espèce de répartition, j'allais dire, on sait faire de l'aménagement du territoire quand il s'agit de saupoudrer la misère, le trafic de drogue, etc. Et aujourd'hui, on a les résultats, c'est-à-dire que l'explosion de la violence dans les petites villes et les villes moyennes résulte complètement d'une politique d'aménagement du territoire qui a vidé en certaines banlieues, quand on ne sait pas vraiment quoi en faire, on les installe dans les ghettos, mais de périurbains. Pareil pour un certain nombre de trafiquants, pareil pour les migrants. Donc la seule chose qu'on voit, c'est une absence totale de gestion, de prise en compte par l'État et d'accueil de ces personnes. Et au contraire, finalement, du saupoudrage qui va finir par créer des rejets extrêmement violents. Et en plus, toutes ces personnes-là, comment voulez-vous qu'elles s'intègrent ? Puisqu'on n'est même pas capable de les accueillir réellement. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, un dernier mot là-dessus. Je crois qu'il y a une énorme hypocrisie européenne, mais y compris de chacun des citoyens que nous sommes, parce que nous voyons tous des êtres humains et des situations de détresse, et dans le même temps, une majorité de gens, en général, se prononcent dans des élections, dans des enquêtes d'opinion pour un contrôle plus strict des flux migratoires. Mais à un certain degré, il faut accepter soit qu'il y a plus d'arrivées, qu'on ne se donne pas les moyens de contrôler, par exemple, voire de bloquer la Méditerranée, auquel cas on n'aura plus d'État-providence, ou en tout cas certainement pas le niveau d'État-providence que nous avons, parce que ça ne sera pas possible. Il faudra aussi renoncer aux zéro artificialisation nette des sols, etc., parce que s'il y a des flux... Non, mais allons jusqu'au bout des logiques. C'est-à-dire qu'il faudra bien construire plus. À un moment, on manque déjà de logements pour la population française actuelle. Vous en rajoutez, mécaniquement, vous serez bien obligé d'aller plus loin. Mais ça, il n'y a plus de construction de logements neufs aujourd'hui. Oui, mais justement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut aller au bout des logiques dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est soit on se résout à cette réalité-là parce que nous ne voulons pas avoir les mains sales ou que nous considérons que c'est même un objectif politique souhaitable. Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation. Ou alors, il y a des méthodes comme à l'australienne, où ils ont décidé qu'ils n'accepteraient plus les migrants qui traversaient la mer depuis l'Indonésie. Ils les ont mis dans des conditions détestables. La réalité, c'est détestable. Sur l'île de Nauru, notamment, ils ont été obligés d'enlever les camps. Ils les ont déplacés en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'il y avait des abus dans tous les sens sur des mineurs, etc. Mais il n'y a plus de passage. Mais je crois que l'entre-deux n'existe pas. Et tous autant que nous sommes, en général, nous nous situons dans l'entre-deux. Allez, il est 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Augustin Donadieu. Qui en veut à l'emblématique carrousel de Dijon. L'institution de la Côte d'Or depuis 45 ans maintenant a entièrement brûlé la nuit dernière. Le maire de la ville, François Rebsamen, laisse entendre que l'incendie serait d'origine criminelle. Les auteurs de cet acte inadmissible doivent être arrêtés et jugés au plus vite, a-t-il déclaré. L'armée française amorce son retrait du Niger, comme annoncé le 24 septembre dernier par Emmanuel Macron. Les 1400 militaires français vont progressivement quitter le territoire, une décision qui fait suite au coup d'État par la garde présidentielle, c'était fin juillet. Le nouveau régime nigérien avait dénoncé dans la foulée les accords de défense entre Niamey et Paris. Septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. La température moyenne à la surface du globe a été de 16,38 degrés, soit 1,5 degré supérieur au record de septembre 2020. Merci.
Merci Augustin Donadieu. On va recevoir Alain Bauer dans un instant, professeur de criminologie. Mais avant ça, j'aimerais juste attirer votre attention sur une vidéo qui a été publiée par la préfecture de police de Paris sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers procéder à une intervention dans une cité. Alors, ils sont habillés, on va le commenter pour nos auditeurs, Louis de Ragnel, vraiment en tenue d'intervention. Hein. Alors, cagoule, armes, boucliers. Ils interviennent dans une cité, on entend les chiens. Et alors, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ont mis tout ça sur un fond sonore, une musique de rappeurs. Alors, je vais lire les noms qu'on m'a écrits parce que je ne les connais pas. C'est Koba, Ladé, Maes et Z. Ce sont des paroles clairement anti-policiers. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi les policiers font une vidéo en mettant sur leur intervention des paroles qui les dénigrent. On a posé la question au commissaire Mathieu Vallet. Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est sur les réseaux sociaux et c'est bien que ces femmes et ces hommes de l'ombre que sont les policiers, notamment ceux de la police judiciaire et de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, tous ces services spécialisés qui font les réseaux de criminels, les réseaux de stupéfiants, les dealers, ceux qui alimentent cette drogue dans les quartiers, soient interpellés. C'est bien d'avoir des images qui sont celles de la jeunesse avec des codes de communication qui sont celles aussi de nos jeunes pour montrer que nos collègues ne chôment pas et qui sont sur le terrain aux côtés des honnêtes gens en interpellant des voyous. C'est un hommage qui est rendu à nos collègues sur le terrain, tant que dans les services judiciaires également. Bon, personnellement, j'aurais pas choisi cette musique effectivement parce que les chanteurs, c'est pas des profliques notoires, hein, bien au contraire. Je pense que c'est pour leur faire le pied de grue, pour leur montrer qu'ils ont beau faire des chansons en critiquant la police, mais néanmoins on reste sur le terrain en chien de pavé. Et moi j'ai diffusé la vidéo avec la chanson de Kanye West, Good Morning, pour montrer que nos collègues le matin ramenaient pas les croissants, mais ils venaient chercher les voyous qu'on avait identifiés dans les procédures pour qu'on puisse les présenter à la justice après des enquêtes rondement ficelées par la police judiciaire. Ouais, ça c'est assez drôle quand même. J'apprécie beaucoup Mathieu Vallet, mais là c'est un peu le saumon qui remonte le fleuve à contre-courant, si vous voulez, sur la communication, parce que effectivement c'est une bonne manière pour la police de communiquer sur TikTok, notamment sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos un peu sensationnelles. Mais c'est vrai que la musique n'est pas bien choisie. On aurait préféré une autre musique, évidemment, qui ne soit pas anti-police. Et à mon avis, c'est surtout une personne un peu déconnectée, à mon avis, justement, de la jeunesse et des réseaux sociaux qui en fait ce qu'il y a fait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas d'accord avec vous. C'est une bonne idée. Regardez, on en parle. Oui. On en aurait pas parlé s'il y avait eu des paroles pro-police. Qu'est-ce qui est d'accord sur le fait qu'on ait mis du rap là-dessus? Peut-être que plus perturbant, c'est le terme chocolatine qui a été utilisé 6 heures trop tôt pour les chocolatines qu'on pouvait voir sous cette vidéo. On dit pain au chocolat, pas chocolatine. Non, je suis... Non, pas de débat sur le chocolat. Non, mais voilà, moi je trouve que ça m'a interpellé de voir ces policiers en tenue. Sur le fond, c'est une très bonne idée parce que justement, ça montre que la police intervient. C'est une vidéo de terrain qui montre aussi, qui met en scène une interpellation. Donc non, c'est une bonne chose. En fait, si vous voulez, c'est le montage qui pose question. C'est la musique en fond sonore, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui, à mon avis, interpelle plus que le fait même d'avoir créé cette vidéo et de la diffuser sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Bon. Parce que c'est les jeunes qui sont sur TikTok. Les jeunes sont sur TikTok. Bon, nous, on regarde la télé, la radio et la télé. Voilà, on est de l'ancienne génération. Merci à tous les quatre.